Nouveau rendez-vous de l'information sur Eden TV. Madame, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Dans l'actualité de ce soir, Force Kori pour un Bénin émergent à l'occasion de leur deuxième congrès ordinaire tenu ce samedi à Parakou cesse d'être une alliance et se mue en parti politique. Quelle analyse faire de ce congrès ordinaire tenu ce samedi? Vous en saurez davantage dans cette édition avec Frégis Serroulan. Que pensent les citoyens béninois de l'annulation par la Banque islamique de développement de l'accord de prêt volé Mudaraba au programme d'appui à la microfinance au Bénin? Vous suivrez les avis dans ce journal. En Afrique du Sud, c'est le vice-président Cyril Ramaphosa qui souhaite mettre un terme à la crise qui divise plutôt son parti, l'ANC, crise liée aux négociations adossées au départ du palais présidentiel de Jacob Zuma. Voilà pour le sommet de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Démarrons cette édition par la politique au Bénin. C'est une véritable mue qui s'est opérée à Parakou chez les forces Kori pour un Bénin émergent à l'occasion de leur deuxième congrès ordinaire. La formation politique cesse d'être une alliance pour devenir un parti politique. C'est aussi une information importante. Valentin Dianotin tient les rênes du parti en qualité de secrétaire exécutif national. Vedette de cette rencontre, Boni Yayi, président d'honneur du parti, l'ancien président de la République qui a dirigé le Bénin entre 2006 et 2016, s'est illustré par son discours dans lequel il promet porter à la connaissance de son successeur, Patrice Talon, les préoccupations des Béninois. Politique également, la sécurisation, je dirais plutôt politique également, l'une des grandes décisions de ce deuxième congrès des forces Kori pour un Bénin émergent, FCBE, est bien la mutation de cette coalition en un parti politique avec pour président d'honneur, je le disais tantôt, le président Boni Yayi. Quelle analyse faire alors de ce deuxième congrès ordinaire des FCBE? Élément de réponse dans cette analyse de Frégis Serroulan. Parti progressiste du peuple, PPP, cette dénomination a simplement été rejetée par les délégués des forces Kori pour un Bénin émergent, FCBE, ce samedi 10 février à Parakou, lors de leur deuxième congrès. Pour ne pas dérouter les militants à la veille des législatives de 2019, le nom FCBE reste, mais la coalition laisse place à un parti politique. L'option d'un parti politique pour les forces Kori pour un Bénin émergent, pour moi, est une très bonne option et ça montre l'unité au sein du parti. Malgré son ancrage dans le septentrion, les forces Kori pour un Bénin émergent ont choisi un homme du Sud pour être secrétaire exécutif de ce parti-là. Pour moi, c'est stratégique. Parce qu'avec le bureau de près de 90 membres, on se rend compte que le parti est très structuré et est présent sur l'ensemble du territoire national. Pour moi, je pense que les FCBE ont même anticipé sur le système partisan. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on dira, les FCBE auront des représentants partout. Et donc, c'est un parti national. Il reste encore beaucoup de monde, des gens insoupçonnables qu'on croyait qu'ils étaient partis, mais qui sont tous revenus. Il y a eu beaucoup d'anciens ministres, beaucoup d'anciens députés. Et donc, je me dis, c'est une vraie machine sur laquelle il faut compter pour les prochaines élections. Conséquence immédiate, l'administration Talon aura désormais du répondant. C'est des gens qui ont quitté le pouvoir il y a 2 ans. Et qui ont des données. Je suis sûr qu'il y a des éléments qu'ils apporteront et qui vont enrichir le débat parce que c'est trop plat. Le secrétaire exécutif, l'honorable Dianotin, parlait déjà. Mais là, il se trouve renforcé. Il parlera et d'autres parleront. J'ai le sentiment que si on y prend garde, le régime du président Patrice Talon va passer le reste du temps à répondre à des attaques et à s'éloigner du programme d'action du gouvernement. Vous avez vu l'honorable Rachidi Badamassi réagir déjà par rapport à la sortie des FCBE. Il trouvera le moyen de faire de la mobilisation, donc il ira de réaction en réaction et il perdra le temps sur du dilatoire. À ce rendez-vous des discours d'opposants et la naissance d'un parti FCBE tout aussi opposant, c'est un autre Boni Yayi très mesuré qui s'est révélé dans une allocution sans attaque envers le gouvernement. La seule chose qu'il a dit, avec tout ce que je viens d'entendre, il faut que le président, mon ami Patrice Talon, écoute le peuple. Et lui-même a dit que quand vous avez fini de gérer un pays pendant 10 ans, on ne peut plus entendre certaines choses de votre bouche. Il a aussi dit que bien qu'on ait des choses à reprocher à Patrice Talon, qu'aujourd'hui, lui, de sa position, il comprend que
là où il est, ce n'est pas facile de diriger un pays comme le nôtre. Il avait noté les points sur lesquels il voulait développer, il regardait, il faisait attention aux fiches. Le président Boni Yayi s'est beaucoup plus assagi. Avec sa nouvelle posture, on aura un débat politique plus sain et plus correct. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il attaque le président Talon. Mais donc, Yayi Boni a tiré les leçons. Et là, il est dans l'ironie, il est dans la stratégie. Il est en train de dire, oui, je reviens en paix. Mais au fond, il ne revient pas en paix. Et ça, ce sont les jours à venir qui vont nous démontrer sur le terrain ce que le président Yayi Boni mijote. Cette posture n'a cependant pas empêché quelques alliés du pouvoir d'attaquer sévèrement les FCBE et l'ex-président Boni Yayi. Les paradigmes changent et quand ça change comme ça, les gens paniquent, les gens sont dans la panique. Ceux qui réagissent aujourd'hui sont dans l'émotion. Ceux qui s'expriment aujourd'hui avaient banalisé les forces courriers pour l'émergent. Ils ont pensé que Yayi Boni était terminé. Il y en a qui disent qu'on sait comment les mobilisations se font. Mais ce que moi j'ai vu, en dehors des congressistes qui ont quitté les différentes communes du Bénin, ceux qui se sont venus, la foule qu'on a vue, c'est des gens qui sont venus d'eux-mêmes, qui sont repartis d'eux-mêmes. Il y a une sorte de déception actuelle. Et les gens sont obligés de venir assez nombreux pour dire, comme je l'ai entendu sur les lieux, c'est notre papa qui est là, c'est notre Dieu. Maintenant, nous avons un électorat qui est très indécis et imprévisible. C'est aux prochaines élections législatives qu'on pourra voir réellement ce qui reste encore de cette coalition. Je vous l'annonçais en titre dans son Conseil des ministres du 7 février dernier, le gouvernement a fait le point concernant l'annulation par la Banque islamique de développement de l'accord de prêt volé Mudaraba du programme d'appui à la microfinance au Bénin. Rappelons que le montant du dit prêt s'élevait à 16,5 milliards de francs CFA. Que pensent alors les citoyens béninois d'une telle situation à laquelle le Bénin devra faire face? Carole Olaye a promené micros et caméras. Suivez les avis de nos concitoyens. La suspension de prêts accordés au Bénin par la Banque islamique de développement est un coup dur pour le gouvernement Talon et surtout pour la population, c'est-à-dire les jeunes les plus démunis, puisque d'une part, c'est le financement des maisons-entreprises qui est pris en compte par ces prêts-là. Donc, si la BID aujourd'hui annule ces prêts accordés au Bénin, en temps, c'est que tous ces jeunes qui espéraient rentrer en possession de ces fonds, de ces prêts-là, aujourd'hui ne pourront plus le faire. Le second volet, quand vous prenez l'éducation, dans le projet, il était prévu la construction d'une université d'agriculture à Kétou et l'autre, je crois bien, à Abomey. Voilà. Donc aujourd'hui, si ces fonds-là sont annulés et ce prêt-là est annulé, c'est-à-dire qu'on n'aura plus ça et ce sont les ambitions du péage et du gouvernement de la rupture qui sont à l'eau. Je dirais que c'est un coup de massue qui tombe sur les réformes du gouvernement. Quand on sait que l'année 2018, d'après les dits du gouvernement, c'est une année de réforme. Et donc, ce prêt, normalement, devrait permettre au gouvernement d'atteindre ses réalisations. Et subitement, on annule ça. Donc, ça va porter un coup aux réformes du gouvernement. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. C'est une décision que je juge un peu malvenue dans un contexte où vous savez que les étudiants ont des difficultés à acquérir les documents ici à l'Université d'Abomey-Caraïbes. Ils ont beaucoup de difficultés évidemment à apprendre. Or, quand ils ont ces frais-là, ils achètent beaucoup d'instruments comme par exemple les ordinateurs qui leur permettent d'aller au niveau sur la toile évidemment pour chercher des informations, histoire d'étoffer leurs connaissances en matière de leur filière ici à l'Université d'Abomey-Caraïbes. Mais je vais envers dire, si on connaît déjà l'affinité de ces prêts et que nous savons déjà l'utilité de ces prêts dans la vie de la population béninoise, je ne vois pas pourquoi on va suspendre ces prêts ou bien l'État ne va pas s'investir pour que ces prêts nous soient octroyés. Je ne sais pas leurs raisons, je le dis, je ne sais pas leurs raisons, mais si ces prêts, ils faisaient le tout possible pour que nous obtenions ces prêts, je crois que ça va beaucoup servir le pays parce que nous sommes actuellement dans le besoin.
Politique en dehors du Bénin à présent, la sécurisation du centre du Mali, c'est une question du temps. Une nouvelle annonce relative à l'opération a été faite ce dimanche à Mopti, au centre du pays, par le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Il promet des moyens financiers pour l'opération dans une zone où les djihadistes sont très actifs. Ces moyens devraient être mobilisés cette semaine. On parle d'un demi-milliard de francs CFA pour soutenir les actions de l'armée. On parle de mobiliser à terme 4000 militaires pour la sécurité du centre du Mali. On écoute le Premier ministre malien. Mopti est aujourd'hui une région martyrisée. À longueur de journée, du sang, des larmes. Et à un moment donné, nos populations avaient pensé, et certains pensent encore, que les autorités du pays les ont abandonnés. Nous avons décidé de créer des cadres de dialogue avec tous les groupes, avec tous les citoyens qui renoncent à la violence. Nous le ferons avec l'appui de partenaires comme le Centre de dialogue humanitaire, avec l'appui de la mission de réconciliation, d'appui à la réconciliation. En Afrique du Sud, c'est le vice-président Cyril Ramaphosa qui souhaite mettre un terme à la crise qui divise son parti, l'ANC, crise liée aux négociations adossées au départ du palais présidentiel de Jacob Zuma, le chef du Congrès national africain, a souhaité dimanche faire partir au plus vite Zuma, dont le pouvoir est cité dans de nombreux scandales de corruption. L'organe principal de l'ANC peut décider de rappeler le chef de l'État, comme ce fut le cas en 2008 avec Thabo Mbeki. Il pourrait aussi déposer une motion de défiance contre Zuma au Parlement. Il peut encore engager une procédure de destitution du président de la République. Mais Zuma, jusque-là, a catégoriquement refusé de lâcher le pouvoir. Les pourparlers irrelatifs se poursuivent. Je vous propose d'écouter quelques réactions sur la situation en Afrique du Sud. Madiba était pour une lutte contre la corruption, contre le vol. Madiba était pour l'unité. Il a défendu l'amour, l'antiracisme, le non-sexisme et la prospérité. Depuis qu'il a succédé à M. Zuma, j'espère toujours qu'il va créer plus d'emplois pour nous, plus particulièrement dans les ghettos. On a du mal à trouver un travail. Le président Zuma a terminé son mandat. Maintenant, il est censé partir. Quelques mots de sport dans ce journal. Il concerne l'équipe féminine irakienne d'haltérophilie, la seule dont dispose le pays. Vous verrez la réalité de femmes irakiennes qui se battent pour le rayonnement de leur sport malgré le manque de moyens de toutes sortes. Et leur combat porte ses fruits. Reportage. Ces jeunes femmes sont la seule équipe féminine irakienne d'haltérophilie. Chaque jour, pendant 3 heures, elles s'entraînent dans cette salle vétuste du quartier populaire de Sadr City. Hoda, 21 ans, est la première haltérophile à avoir rejoint l'équipe à sa création en 2011. Certains disent que je défie les hommes, que les femmes ne font pas d'haltérophilie. Je leur dis non, je défie les hommes et nous pouvons faire tout ce qu'ils font. S'ils pratiquent ce sport, alors nous aussi. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est Abbas Ahmad, ancien entraîneur chez les hommes, qui a été appelé par la fédération pour former une équipe féminine. Mais il a dû composer avec un manque de moyens et d'infrastructures. Selon lui, aucune instance officielle n'a dédié de fonds à l'haltérophilie féminine. Si nous avions plus de soutien, nous pourrions être au même niveau que les équipes internationales et disposer d'équipements modernes. Mais, malgré les ressources limitées, nous continuons à travailler dur et à participer à des compétitions internationales. Leur travail a porté ses fruits. L'année dernière, les 8 jeunes femmes se sont envolées pour les compétitions asiatiques. Elles sont revenues les mains pleines de médailles. L'haltérophilie leur permet aussi de rendre les fins de mois moins pénibles pour leurs familles. Le club sportif Al-Shorta, qui parraine l'équipe, assure un salaire mensuel allant de 400 à 800 $. J'adore l'haltérophilie et grâce à ce sport, je gagne un salaire pour ma famille et moi-même. Et dans ce gymnase ici, nous sommes devenus des championnes. La future génération de l'équipe se prépare déjà. Ses plus jeunes membres rêvent de participer un jour aux Jeux Olympiques.
Parlons encore sport dans cette édition, mais cette fois-ci, tout préliminaire de la Ligue des champions. Les Buffles FC du Bénin ont été contraints au nul ce dimanche à Cotonou par l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire au thème du match aller. Ce sont les Béninois qui ouvrent le score. But de Marcelin Coupeau, égalisation ivoirienne sur coup franc, une réalisation de Ahmed Touré. 1-1, score final. Les Buffles FC peuvent malgré ce score continuer à croire en leur qualification en Côte d'Ivoire. Et c'est l'avis de leur président. C'est également la position du ministre en charge des sports, Oswald Omeki, qui reste quand même prudent. On les écoute. On a fait un match 1-1 à domicile. On ne doit pas se décourager. L'espoir est permis. Si les Ivoiriens peuvent faire ce score sur notre terrain, le ballon roule pour toutes les deux équipes. Il n'est pas question de se décourager. Écoutez, le match à Abidjan sera difficile parce qu'une fois encore, ce sera face à une équipe qui est une bonne équipe. Mais c'est du football, on a fait 1-1 ici. De mieux en mieux, la réalité des matchs à domicile n'existe plus au football. Et nous le constatons dans tous les pays, quand on se prépare bien, on peut faire un très bon résultat. C'est vrai qu'il y a l'avantage du public à domicile. Mais s'ils ont fait 1-1 ici, c'est que nous pouvons faire le score là-bas aussi. Donc moi je reste confiant et surtout heureux que le Bénin ait retrouvé la compétition, content que les Buffles se soient bien comportés. Tout le monde disait qu'on ne tiendrait pas face à la SEC Mimosa, qu'on ait eu toutes ces crises et que maintenant on ait recommencé à jouer, qu'on soit en Coupe d'Afrique, en Ligue des Champions, en tout préliminaire et que ce soit 1-1 à domicile face à la SEC. Je pense que c'est encourageant. On va continuer à soutenir les joueurs, soutenir les dirigeants, soutenir les équipes. Et je crois que par la grâce de Dieu, les expéditions qui viendront seront bonnes pour nous. Engagé aussi dans une compétition de club africaine, Énergie FC, cette rencontre équipe béninoise disputait samedi sa rencontre aller du tout préliminaire, mais en coupe de la CAF. Le succès 1-0 des footballeurs d'Énergie. De quoi rendre heureux le plus haut responsable qui rêve déjà du prochain tour de la compétition. Propos recueillis par Roland Toniquet et Frégis Fiossi. Ce retour en compétition africaine commence par une victoire. C'est vrai, c'est 1-0, le match va être difficile au retour, mais c'est 90 minutes en Guinée comme 90 minutes d'ici. On a gagné 1-0 ici, on a raté beaucoup d'occasions. Ça veut dire que si on est concentré, on peut gagner ou faire un bon score et se qualifier pour la suite. Énergie FC, à travers la victoire d'aujourd'hui, montre de quoi est capable nos clubs et a montré effectivement que c'est dans un secteur éminemment prioritaire pour notre pays qu'est l'énergie. Et la première mi-temps a été très dynamique et on sent dans la deuxième partie qu'on manque un peu de compétition. Mais la dynamique insufflée par le nouveau gouvernement et le nouveau ministre des Sports va permettre rapidement d'aller à un niveau très haut en compétition internationale. Moi, je vous assure que j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en ce club-là et de ce que ça peut faire pour les années à venir. Nous y avons cru personnellement. Et aujourd'hui, vous voyez, nous avons la victoire. Afia FC n'est pas une moindre équipe. Mais cependant, vous avez vu que c'est le football et une fois qu'on nous a donné l'occasion, on a concrétisé. Donc c'est vous dire qu'il faut qu'on travaille davantage pour que les compétitions soient très bonnes, que ce stade se remplisse comme par le passé, c'est vraiment notre souhait. C'est sur cette victoire de Énergie FC à Cotonou que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Continuez de suivre nos informations sur notre site internet et à bientôt.